et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez. Vous retrouvez tous les épisodes sur le site paroledhistoire.fr, également sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire et sur toutes les applications de podcast. Aujourd'hui, nous parlons avec Arnaud Aurin, économiste et historien. Bonjour. Bonjour, André Loez. Directeur d'études à l'EHESS, vous venez de publier chez Flammarion Le Monde confisqué, essai sur le capitalisme de la finitude, un livre 16e-21e siècle. Un livre qui m'a énormément intéressé parce que c'est un livre très atypique, qui est à la fois un livre d'histoire, un livre d'économie, un livre d'histoire des idées, un livre d'actualité aussi par beaucoup de côtés. Et en lisant ce livre, j'avais l'impression de mieux comprendre les séquences les plus immédiates que nous vivons, que ce soit les visées trumpiennes sur le Groenland, la piraterie en mer Rouge, ou encore les tensions internationales liées à la montée des tarifs douaniers et les déstabilisations économiques, parce que votre livre, il est vraiment sur les manières dont des stratégies d'appropriation du monde se déroulent sous nos yeux dans ce que vous appelez le capitalisme de la finitude. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là ? Oui, merci pour cette invitation. Donc, en effet, ce concept, il a souvent été autrefois utilisé. Alors, il n'a jamais été utilisé dans ces termes, mais autrefois, on parlait de mercantilisme, au moins pour la période 16e, 18e siècle. Ce terme m'a paru, pour le coup, trop étriqué. Il a donné lieu à un certain nombre de guerres picrocolines entre historiens pour savoir comment est-ce qu'on définissait réellement le mercantilisme. Donc j'ai voulu en choisir un autre en utilisant ce terme de finitude, et ce qui me ramène à votre question autour de sa définition, en fait. J'oppose deux types de capitalisme tout au long de l'ouvrage. Un premier que je qualifie de libéral, donc qui englobe le libéralisme classique, le libéralisme du 19e siècle, le libéralisme encastré après 1945 et le néolibéralisme, on pourrait parler délibéralisme. Ce capitalisme libéral, il est porteur d'une espérance. Il est porteur d'une espérance. Cette espérance, c'est la possibilité d'un enrichissement généralisé au niveau des individus, des firmes et des États, avec une conception eschatologique qui est celle de la paix universelle, de l'enrichissement universel, sous la condition du respect d'un principe qui est le principe moteur de ce premier type de capitalisme, qu'est le principe concurrentiel. À ce premier capitalisme, j'en oppose un autre qui, lui, pense au contraire le monde et donc la création et la répartition des richesses comme un jeu à somme nulle. Le capitalisme libéral, c'est un jeu à somme non nulle. Tout le monde peut croître, tout le monde peut grandir, tout le monde peut s'enrichir. Le capitalisme de la finitude, c'est la vision inverse, selon laquelle tout ce grand jeu économique est à somme nulle. Et qu'il s'agisse des individus, des firmes ou des États, eh bien, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et il n'y en a pas pour tout le monde. Et du coup, ça implique en fait tout un tas d'éléments que l'on peut décliner qui montrent que ces individus, ces firmes et ces États ne vont plus vouloir s'appuyer sur le principe concurrentiel, au contraire vont le rejeter. On sort du libre-échange. On sort à la fois du libre-échange multilatéral, baisse des droits de douane pour tout le monde, et donc on échange avec qui l'on veut, c'est-à-dire ceux qui ont les plus grands avantages comparatifs vont se spécialiser dans une production et on va les leur acheter, puis nous on va se spécialiser aussi là où on a des avantages comparatifs. Et puis, on sort du libre-échange et aussi on sort de la conception concurrentielle de l'économie, au sens où on considère que ce sont les monopoles qui finalement sont supérieurs au libre marché. Et on considère, et on peut donc décliner ces phénomènes, fin du libre-échange, promotion des monopoles, promotion des ententes, des cartels, des coalitions, raisonnement où l'on va relocaliser sa production, vouloir réfléchir à partir peut-être pas de l'autarcie complète, mais de l'autonomie au moins, à l'intérieur d'une même économie. On réfléchit de nouveau à une conception belliciste et belliqueuse, en fait, de l'économie. Est-ce que c'est évidemment un livre qui remonte loin dans le passé pour comprendre ces logiques? Est-ce qu'on peut dire malgré tout que c'est un livre post-Covid dans sa conception, dans les choses que vous repérez qui sont en train de se remettre en place? On a beaucoup parlé au moment du Covid de sécuriser des approvisionnements stratégiques pour telle ou telle filière, etc. etc. On a l'impression que le ton a changé quand même à ce moment-là. Est-ce que ça a été un des éléments qui vous ont conduit à ce livre? Tout à fait. La période du Covid a été un accélérateur
du capitalisme de la finitude, sans aucun doute. Capitalisme de la finitude que je vois renaître autour des années 2010. Bon, ça, ce sont les historiens dans 50 ans qui nous diront quand est-ce que nous avons changé de régime capitaliste. Mais en effet, le Covid a été un accélérateur du phénomène, puisque nous avons cette volonté de pas totalement découpler l'économie chinoise et l'économie américaine, mais en tout cas, ces économies qui étaient complémentaires dans les années 1990-2000, elles ne le sont plus, elles sont en compétition, ce sont des rivaux systémiques aujourd'hui. Et finalement, le Covid, avec ses pénuries, avec cette volonté en fait de rapatrier un certain nombre de productions industrielles, eh bien, il a accéléré la prise de conscience que des chaînes de valeur autant fragmentées que ce qu'elles étaient lors de la mondialisation libérale, eh bien, n'étaient probablement pas tenables à long terme. Donc oui, le Covid a mis en lumière les failles du capitalisme libéral. Et il est en train d'accompagner en fait le mouvement de retour vers des silos impériaux et la volonté de relocaliser un certain nombre et de s'autonomiser par rapport à des rivaux systémiques. Alors ce que vous décrivez marche très bien, malheureusement peut-on dire, pour les États-Unis de Donald Trump, marche très bien pour les grandes compagnies telles que Amazon ou Tesla ou Starlink de Elon Musk, on en reparlera sans doute. Paradoxalement, c'est pas complètement pris en compte par la pensée critique au sens large et l'horizon de beaucoup de gens reste la critique du néolibéralisme. En gros, voilà, si on s'oppose aux politiques menées, par exemple en France, depuis que Macron a été élu la première fois, on entend beaucoup que voilà, c'est le rouleau compresseur néolibéral qui se déploie. Est-ce qu'il faut mettre à jour un petit peu la pensée critique pour dire qu'il y a à la fois des formes de libéralisation, par exemple, qui touchent les services publics, mais que le libéralisme n'est plus le seul horizon ou la seule menace, disons, sur les sociétés? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au niveau des relations entre États, c'est la première phrase du livre, et là, je pense que le constat est sans appel, le néolibéralisme est terminé. Si on se place à un niveau international, et j'avais même vu Quinn Slobodian, qui était quand même l'un des grands théoriciens et l'un des grands historiens finalement du néolibéralisme, poster quelque chose sur Blue Sky, le réseau social, en disant qu'effectivement, du point de vue international, le néolibéralisme n'est plus le bon terme, n'est plus le concept applicable, ça ne fonctionne plus en fait. Et vous dites d'ailleurs dans le livre, le GATT, plutôt l'OMC, héritière du GATT, est un peu mise en sommeil en ce moment. Complètement. Il y avait déjà un consensus bipartisan au temps du Trump 1, puis de Joe Biden. L'administration démocrate n'a pas remis ce phénomène, n'a pas remis cette organisation internationale sur les rails. Et en fait, effectivement, l'OMC ne fonctionne plus. Qui se présente aujourd'hui comme les défenseurs de l'OMC? C'est la Chine, ce qui ne manque pas de piquant. Mais pour revenir à votre question initiale, donc d'un point de vue international, le néolibéralisme est terminé. À l'intérieur des États-nations, nous sommes confrontés encore à ce qui peut apparaître comme étant des politiques néolibérales de dérégulation des services publics. Mais alors là, il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'aux États-Unis d'Amérique, cette dérégulation n'est pas une dérégulation néolibérale. Il ne s'agit pas de livrer des pans entiers de l'État fédéral à la concurrence et au marché, comme on pouvait l'entendre, et à la contestabilité des marchés. La théorie de Baumol, Panzari-Willig de 1982, comme on pouvait l'entendre dans l'Amérique de Reagan. Aujourd'hui, il s'agit de confier des pans de la puissance publique, non pas à la concurrence, mais à des monopoles privés. Et donc à ce que j'appelle des compagnies État, des firmes qui sont à la fois marchandes et à la fois souveraines. Alors, on a ce problème-là. En Europe, c'est un petit peu différent pour le moment, puisque nous n'avons pas ces compagnies État. Mais nous avons un problème plus aigu, je pense, au niveau des sciences sociales. Les sciences sociales, et singulièrement en France, on peut penser bien sûr aux travaux très importants de Pierre Bourdieu et de Michel Foucault, les sciences sociales françaises se sont en partie construites contre le néolibéralisme, ou du moins en faisant à la fois sa généalogie et sa critique. Et aujourd'hui, en fait, on arrive
au terme de ce processus. Ce processus qui a été très fécond pour les sciences sociales, en particulier en France, est très utile. Eh bien, il faut changer en fait notre manière de voir les choses. Il faut changer nos lunettes. Il faut que nous partions sur de nouvelles bases, puisqu'il est très vraisemblable que même l'Union européenne va devoir modifier son appréhension des phénomènes économiques dus à un environnement tout à fait nouveau, et que finalement, ce ne sont plus, ou de moins en moins, des politiques néolibérales qui vont guider les pas des politiques. Et de plus en plus, en fait, une logique prédatrice, beaucoup plus violente, beaucoup plus ouvertement violente, conquérante, coloniale, et vraisemblablement tournée, elle aussi, vers la remise en cause des principes concurrentiels. Certainement pas au profit d'un retour de l'État, je dirais, providence. Alors, on va évoquer l'arrière-plan historique de cette discussion parce que votre livre a une originalité, c'est qu'il aborde cette définition, cette caractérisation plutôt du capitalisme de la finitude en l'insérant dans une longue séquence historique depuis le XVIe siècle, en montrant que c'est la troisième fois que ce type de configuration se présente, ce qui du coup est une manière assez singulière de périodiser le capitalisme, qui est une manière, on pourrait dire, non évolutionniste. On avait reçu à ce micro un livre très intéressant qui était la sociologie historique du capitalisme de Claire Lemercier et Pierre François, qui proposait un découpage, on pourrait dire variante d'un propos marxiste, où le capitalisme est défini par des modes de production et par des modes de gestion du capital, et il distinguait le temps du commerce, les origines, le temps de l'usine, 1880-1980, et puis le temps de la finance, dans lequel on serait entré depuis 1980. Et sans vous inscrire en faux par rapport à ce modèle, mais vous proposez quand même autre chose en disant il y a plusieurs séquences qui ont alterné. Il y a eu des moments d'accaparement des ressources et d'éviction des marchés par des États, par des compagnies. Puis il y a eu des moments, au contraire, de libre-échange, où le paroxysme, ce serait la Grande-Bretagne 1850. Et puis, de nouveau, des phases de fermeture. Donc, quelles sont les séquences pour vous? D'abord, comment peut-être vous positionnez par rapport à cette idée d'évolutionnisme ou pas pour aborder le capitalisme? Et puis peut-être ensuite, on reviendra sur ces différentes séquences. Oui, il y a des éléments qui ne sont pas faux dans cette conception évolutionniste, l'avènement du capitalisme industriel, puis du capitalisme financier, tout ça, on ne peut pas vraiment remettre en cause complètement cette vision, mais je préfère lui substituer, disons, une analyse cyclique. Parce qu'il y a quand même dans l'analyse marxiste des choses qui me posent, enfin marxienne disons, parce que marxiste ce serait un peu trop fort, dans l'analyse marxienne des choses qui me posent un peu problème, au sens par exemple de l'idée selon laquelle le capitalisme commercial, et en particulier le capital marchand, ne serait plus jamais dominant dans cette vision évolutionniste et presque téléologique en fait du capitalisme. Il me semble qu'au contraire, le capital marchand fait un retour en force depuis une dizaine d'années, qu'il s'agisse des grandes compagnies maritimes qui deviennent des pieuvres logistiques en rachetant des terminaux portuaires, en rachetant des chemins de fer, en rachetant des millions de mètres carrés d'entrepôts. Ce système des entrepôts dont parlait Schumpeter et qui me semble de nouveau à la manœuvre, et puis bien sûr Amazon ou Walmart qui deviennent elles aussi dominantes par rapport au capital industriel. On a un capital marchand, si on prend le cas d'Amazon par exemple, qui fait les prix en partie du capital industriel. Ou, si on regarde la plainte par exemple de la Federal Trade Commission américaine contre Amazon, la plainte de 2023, ou 2024, je ne sais plus, on y voit des industriels qui ne décident plus de rien, en fait. Ils ne décident plus de leur prix, ils ne décident plus de leur quantité. Amazon leur demande d'absorber leurs propres pertes. Enfin, on voit bien que là, l'analyse évolutionniste marxienne, elle peut manquer quelque chose, au sens où on voit un retour d'une forme de domination marchande. Donc je lui préfère à cet évolutionnisme qui a des aspects tout à fait intéressants, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain ici,
Je lui préfère une analyse cyclique, dans laquelle effectivement on aurait une alternance entre ce capitalisme de la finitude et le capitalisme libéral. Alors le capitalisme, il serait né quelque part au XVIe, XVIIe siècle avec le capitalisme de la finitude, avec cette idée selon laquelle le commerce et même l'économie est un jeu à somme nulle. Il n'y a pas assez de marché textile pour tous les producteurs européens au XVIIe siècle, par exemple pour alimenter l'Amérique espagnole, qui ne parvient pas à alimenter ses colonies en textile. Il n'y en aurait pas suffisamment pour et la France, et la Grande-Bretagne, et les Provinces-Unies. Il n'y aurait pas assez de colonies pour tout le monde. Il faudrait se précipiter dans une course à la conquête des terres. Donc tous ces éléments, en fait, auraient été à l'origine de ce premier capitalisme de la finitude qui s'appuie effectivement sur des silos impériaux, l'exclusif colonial, on commerce avec ses vassaux ou avec ses colonies, sinon c'est de la contrebande. On crée des monopoles, on crée des monopoles, les compagnies des Indes, les compagnies de commerce esclavagistes, même si bien sûr elles sont contestées par le libre marché, qu'on appelle à l'époque contrebande. Donc, monopole, silos impériaux, volonté de protection des industries nationales, tentative d'autarcie, et bien sûr, marine marchande et marine de guerre qui doivent être complémentaires et qui doivent aller de pair. Donc le premier capitalisme, il serait né en fait avec la finitude. Si on reste sur cette première séquence 17e, 18e, ça vous conduit à relire un certain nombre de textes canoniques qui sont toujours cités, notamment dans les conceptions de la circulation maritime, la liberté des mers, notamment Grotius, qui est ce juriste néerlandais d'une importance capitale, et vous dites qu'il est toujours cité à contresens, en tout cas vous le relisez, pour dire que ce n'est pas un défenseur d'une liberté des mers, modèle, marché de concurrence pure et parfaite. C'est autre chose que dit Grotius, parce que le contexte dans lequel il écrit est celui justement de cette appropriation de routes, appropriation de flux, appropriation de terres. Oui, si on veut lire le Mare Liberum de Grotius comme un traité qui anticiperait la conception des 19e et 20e siècles de la liberté des mers, on fait un contresens. On fait un contresens parce que le Mare Liberum, c'est un chapitre d'un ouvrage beaucoup plus important qui s'appelle De Iure Praede, du droit des prises, qui est un traité qui fait suite à la prise d'une caraque portugaise par les Néerlandais au début du XVIIe siècle et qui nous explique en gros comment on peut monopoliser des routes maritimes par la force. En fait, l'idée générale, c'est de défendre le droit de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, la VOC, grand monopoleur devant l'éternel. On parle parfois à leur propos de marchands pirates, de marchands guerriers, grands esclavagistes. Donc, l'idée de Grotius, avocat de la VOC, c'est de montrer que les Portugais et les Espagnols n'ont pas le monopole pour aller dans les mers d'Asie trafiquer avec les puissances asiatiques. Oui, c'est pas un mare liberum abstrait, c'est un mare liberum pour dire que les Portugais et les Espagnols nous laissent la place. Exactement, et la place par la force. Il justifie, dans le De Iure Praede, il justifie en permanence l'usage de la force pour s'approprier des routes commerciales et s'approprier des comptoirs et ensuite les monopoliser. Donc, il récuse, en fait, et c'est ça le point important, Grotius récuse absolument la conception moderne de la liberté des mers, qui est la suivante. La liberté des mers, au 19e siècle, et encore plus après 1945, c'est une puissance navale hégémonique et ses alliés qui disent le droit d'aller librement sur les mers pour les marines marchandes. Et donc, qui assure cette liberté des mers, c'est-à-dire le fait que les navires marchands n'ont pas besoin d'être armés pour aller là où ils le souhaitent, et que, par conséquent, ils assurent un rôle de une puissance assure un rôle de gendarme des mers. Et ça, jamais Grotius n'aurait pu le reconnaître.
Cette séquence 17e, 18e, c'est une séquence qui est marquée à la fois par une liberté des mers, donc restreinte, théorisée mais restreinte au profit des colonies, au profit de certaines marines. C'est une séquence également, on voit se développer, vous l'avez dit avec la VOC, mais il y a aussi la East India Company, des compagnies très puissantes qui brouillent les distinctions qu'on a l'habitude de faire entre économie, politique, guerre, où en fait il y a une souveraineté guerrière et marchande à la fois d'un certain nombre d'acteurs qui sont à la fois étatiques et non étatiques. Autrement dit, les catégorisations, les nôtres, disons, n'opèrent pas totalement pour décrire comment fonctionne la gestion des ressources et du monde à cette époque. Oui, et d'ailleurs, Thomas Hobbes n'est pas toujours très à l'aise, en fait, avec ce type d'institutions que sont les compagnies des Indes. Pas complètement, même s'il théorise comment elles peuvent être quand même des pouvoirs subordonnés à la puissance souveraine, celle du prince. Mais effectivement, on a une forme de fragmentation de la souveraineté, malgré tout. Malgré toutes les théories de l'absolutisme naissantes ou en cours au XVIIe, XVIIIe siècle, eh bien, ces compagnies, elles sont une fragmentation de souveraineté. C'est-à-dire, ce sont des entités qui sont parfois complémentaires avec leurs souverains. On peut prêter des navires armés en guerre pour tel ou tel conflit de son souverain vis-à-vis d'un autre souverain. Exemple, les guerres anglo-néerlandaises. Mais on peut aussi agir en Asie avec des intérêts divergents, en fait, de ces souverains. Signer des traités de paix ou de guerre avec des puissances autochtones, s'allier avec la compagnie néerlandaise des Indes orientales lorsqu'on est la East India Company, et donc maintenir une espèce d'entente en Asie qui n'est pas toujours du goût, en fait, de leurs gouvernements respectifs. Et puis prendre des décisions régaliennes, en fait. Donc justice, police, armée, impôts, qui ne sont pas toujours, là aussi, en phase avec les puissances souveraines à laquelle ils sont censés appartenir, ces institutions. Donc, effectivement, fragmentation de la souveraineté. Fragmentation de la souveraineté par ces entités étranges qui sont à la fois marchandes, mais pas tellement marchandes, parce qu'en fait, elles achetaient des trucs, un peu, du textile, des épices, mais elles en faisaient aussi produire sous la contrainte. On sait que la Compagnie orientale des Indes néerlandaises, la VOC, elle avait esclavagisé, ou tout au moins, elle avait des dizaines de milliers de travailleurs forcés. Et donc, elles étaient un peu marchandes, c'était un peu moins vrai en Inde, où effectivement il y avait un côté marchand un petit peu plus développé, mais elles étaient aussi souveraines, elles étaient aussi des collecteurs d'impôts, elles étaient aussi des puissances armées, etc., etc. Cette première séquence, comment elle prend fin ? Il y aurait une lecture qui serait une lecture purement d'histoire intellectuelle, qui consisterait à dire Adam Smith et Ricardo ont démontré que ça marchait pas, que c'était pas le bon système, donc il faut que ça s'arrête, on met en place le libre-échange. Puis il y aurait sans doute une lecture plus contextualisée, plus historienne, qui amènerait à dire il y a aussi les bouleversements, notamment fin 18e, début 19e et la période napoléonienne, qui sont une immense reconfiguration des rapports de pouvoir à l'échelle mondiale, qui font que ça peut plus tout à fait fonctionner comme avant. Alors comment, si on dit qu'effectivement il y a des cycles et que le premier cycle se termine, il se termine quand ? Il se termine comment ? Alors le premier cycle se termine quelque part à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle du fait d'une conjonction de facteurs. Alors effectivement, on a d'abord la naissance du libéralisme économique d'un point de vue théorique. On a bien sûr les physiocrates dans les années 1750, 60, 70, 80 qui vont pas complètement gagner la bataille des idées d'abord dans les premières décennies. Ils vont subir énormément de critiques. On va les considérer comme de nouveaux théologiens, en fait, mais qui, à long terme, et en particulier sous la Révolution française, vont voir en partie leurs idées validées. C'est évidemment la propriété privée comme un droit sacré qui va être inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est bien sûr la fin des corporations, c'est cette idée selon laquelle la liberté du travail et la liberté économique sont vraisemblablement des idées qui fonctionnent. Et puis évidemment, on va retrouver ça avec les classiques, Jean-Baptiste Say, David Ricardo, même si je laisse un peu Adam Smith de côté, qui est toujours plus complexe, toujours plus subtil et plus dialogique en fait.
Donc on a un côté, bon, bien sûr, on a une histoire intellectuelle, mais c'est pas uniquement les idées qui changent le monde, même si elles peuvent avoir, bien sûr, des répercussions. On a la fin, en fait, d'un conflit entre des rivaux systémiques, la France et l'Angleterre, qui va se solder par la défaite de la France. Et donc, finalement, il émerge de ce conflit entre des puissances pas tout à fait égales, mais du moins qui ne pouvaient pas fonctionner sans que l'une domine l'autre, qui va se solder en fait par l'émergence d'un monde nouveau dans lequel une puissance maritime et navale va dominer désormais presque sans partage les océans, c'est la Pax Britannica des Anglais. Et du coup, eh bien là, ce nouveau monde, il va être une conjonction de facteurs entre la naissance de cette idéologie libérale, la Pax Britannica, l'idée selon laquelle la France est désormais vaincue sur les mers, et sur l'idée selon laquelle, également, troisième terme, ce n'est probablement pas avec seulement les puissances, enfin on ne parle pas d'impérialisme, mais le colonialisme, que le développement économique doit se faire. Avec la naissance de la révolution industrielle, la vapeur, le textile, bien sûr, et puis bientôt la sidérurgie, l'idée, c'est aussi de tourner les forces du capital vers l'intérieur, en fait, et donc de se servir des hectares fantômes qu'on trouve dans les colonies un peu, mais on voit que lors du 19e siècle, si on laisse de côté l'effroyable conquête de l'Algérie et l'approfondissement de la conquête en Inde, le colonialisme est mis un peu entre parenthèses. Et évidemment, il va reprendre à la fin du 19e siècle, comme chacun sait. Donc, on a en fait plusieurs éléments qui concourent, donc à la fois idéologique, victoire de la Grande-Bretagne, fin d'une rivalité systémique, et donc fin des grandes guerres mercantilistes, pour les marchés, pour le commerce et les ressources, et puis naissance de la grande industrie, révolution industrielle, qui vont faire tourner les forces vers, comme le dit Alfred Mahan, ou Mahan, le grand théoricien naval de la fin du 19e siècle, on va tourner ces forces vers le dedans, plutôt que vers le dehors, au début et dans la première moitié et jusqu'aux années 1860 du 19e siècle. Alors pour vous, les choses rebasculent à nouveau vers une seconde phase de capitalisme de la finitude. C'est peut-être là qu'il y a les discussions les plus complexes, parce que cette séquence, en gros, ce serait 1880-1945 environ. Elle a pu aussi être décrite comme un premier apogée de la mondialisation, en particulier avant 1914. C'est post-ouverture du canal de Suez, c'est le grand moment de la convergence des prix mondiaux, parce que pour la première fois, on peut transporter des quantités en vrac, de blé notamment, qui font que les marchés agricoles s'égalisent. Donc on n'a pas vraiment l'impression qu'on est dans ce monde fini par silos séparés. Au contraire, avant 1914, après la guerre, évidemment ça se complique, mais avant 1914, on a l'impression que les télécommunications, les ordres boursiers donnés de manière presque instantanée, tout ça nous emmène plus vers le libre-échange que vers ce que vous décrivez. Alors comment on peut caractériser cette séquence-là ? J'ai voulu, en effet, dans ce livre, remettre en cause cette histoire traditionnelle, selon laquelle, alors que raconte en gros Polanyi, un peu Adam Tooze aussi, dans lequel effectivement la séquence, et puis bon, c'est une histoire qu'on trouve dans les manuels, cette séquence d'une première mondialisation se terminerait en 1914. Je suis reparti de la lecture d'un auteur extrêmement intéressant, qui est l'un des héros du livre, et sur lequel je m'appuie beaucoup, et qui, je pense, devrait être beaucoup plus lu de nos jours, qui s'appelle Gustav Schmoller. Gustav Schmoller, il écrit en 1900, en nous expliquant qu'en fait, la phase de libre-échange, elle a pris fin une dizaine ou une quinzaine d'années auparavant. Et je pense qu'il a raison. C'est-à-dire que si on regarde les grands indicateurs, oui, les échanges internationaux continuent à progresser jusqu'en 1914. C'est vrai. Mais je ne pense pas que ce soit les bons... On ne regarde pas le bon thermomètre, en fait.
Ça, c'est vrai. Les échanges continuent à progresser jusqu'en 1914. Mais comme aujourd'hui, en fait, nous ne sommes pas dans une phase de démondialisation au sens strict. Les échanges, on parle de globalization, là, hein, les échanges, ils continuent un tout petit peu à progresser. Il y a des petites choses qui sont en décroissance, mais très peu. En fait, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui m'intéresse ? C'est que dans les années 1880, on a de nouveau une phase coloniale et donc impériale là, qui se met en place. De nouveau, des élites mondiales, en particulier occidentales, mais pas seulement, se disent que la planète, il faut se l'accaparer dans la précipitation parce qu'ils mettent en rapport la démographie, d'un côté, qu'ils envisagent comme effrayante, hein, et de l'autre, le niveau de vie dans lequel ils veulent s'épanouir. Et donc, cela leur fait conclure qu'il faut impérativement se lancer dans une seconde phase coloniale. Et là, on va avoir effectivement des terres colonisées qui vont être multipliées par 2,5 entre 1880 et 1914. Avec toute l'application d'un discours darwinien à la lutte pour la vie, la place au soleil pour l'Allemagne, etc., etc. Tout à fait. L'Allemagne étant certainement le paradigme, en fait, de cette nouvelle appréhension de la finitude, bien avant 1914, dans les années 1880 déjà. Alors si on peut d'ailleurs préciser sur ce point, parce que votre livre, on ne l'a pas dit, il est découpé de manière thématique, avec les 2 premiers chapitres qui portent notamment sur la puissance navale et les questions navales. L'Allemagne est un bon exemple de ça aussi, parce que c'est un pays qui se dote d'une flotte et qui donne une importance à sa flotte, avec une Flotte on the Rhine, une ligue navale avec des centaines de milliers de membres dans les plus petits bleds allemands. Des gens cotisent pour avoir fièrement le pins avec l'encre qui dit « Je suis fier de soutenir la flotte allemande, qui est la condition de la puissance allemande dans le monde ». On a vraiment quelque chose qui relève de cette vision de la mer comme instrument de la puissance impériale, nationale, opposée aux autres. On n'est plus dans le grand partage des océans, on est dans l'appropriation. L'Allemagne est un exemple presque parfait, en fait. Si vous regardez les auteurs allemands des années 1850-1860, ils nous expliquent qu'il ne faut pas de marine de guerre pour l'Allemagne, pour les pays, la Prusse, les pays du Zollverein. Il ne faut pas de marine de guerre parce que, en fait, l'Allemagne, les pays de langue allemande sont une puissance de paix, sont des puissances de paix, et que c'est le libre-échange qui règne. Et donc, l'industrialisation des pays de langue allemande doivent se faire par un processus, en fait, pacifique, qui ne nécessite en aucun cas la création d'un silo impérial. Et donc, ils nous disent également que l'Allemagne n'a pas besoin de colonies et que, en fait, les anciennes puissances coloniales sont en train de s'en débarrasser. Discours qui est très en vogue chez les libéraux des années 1850-1860, l'idée qu'il faut se débarrasser des colonies, que bientôt il n'y aura plus de colonies, ça sert à rien, c'est très coûteux, etc. Et du coup, si on regarde les écrits 30 ans plus tard, dans les années 1790, des armateurs allemands, des penseurs de la mer allemands, mais pas uniquement des militaires, des grands négociants, ils disent tout l'inverse. C'est-à-dire que là, on est re-rentré dans une phase où l'Allemagne étant devenue une puissance industrielle, elle s'est dotée d'une marine marchande, et pour protéger cette marine marchande, il faut une marine de guerre très puissante, et ça, il faut également des colonies. Il faut des colonies pour avoir à la fois des débouchés, et des approvisionnements, en particulier pour la seconde révolution industrielle qui pointe son nez. Et du coup, en fait, là, on recommence à réfléchir en termes de silo impérial. Mes marchés, ma marine marchande, ma marine de guerre, mes productions. Et donc, à partir de ce moment-là, l'Angleterre, bien avant 1914, commence à comprendre qu'il y a un problème. En fait, qu'une partie des élites mondiales, américaines, allemandes, japonaises, dans une moindre mesure française et italienne, commencent à réfléchir, non plus en termes de libre-échange, mais en termes de silo impérial. Et ça, c'est renforcé par les années 1890, le retour des droits de douane. Le retour des droits de douane, 1892, c'est le tarif Méline en France, mais c'est un point très important, qui est très rarement souligné, c'est le retour des droits de douane pour les colonies françaises. C'est-à-dire, dans les années 1860, en particulier à partir de 1866, les colonies françaises pouvaient commercer avec n'importe qui.
plutôt qu'avec leur métropole. Ce qui a creusé énormément le déficit commercial de certaines de ces colonies avec la métropole. Et donc on revient complètement en 1892 sur cette idée, avec un espèce de nouvel exclusif colonial, mélange d'exclusif old school 18e siècle et matiné de quelques idées un peu plus récentes. Et du coup, on constate, hors Grande-Bretagne, qui maintient le libre-échange, en fait, un renouveau des silos impériaux. Et c'est aux États-Unis le tarif de 1890 de McKinley, qui n'est pas encore président, mais qui est député à la Chambre des représentants, le héros de Donald Trump, qui remet un tarif extrêmement puissant. C'est 1898, bien sûr, après la guerre contre l'Espagne, les premières expansions coloniales américaines. Donc on a une reprise de la guerre perpétuelle contre les autres, les non-occidentaux, qui est énorme à partir de 1880-90, un retour d'une forme de silos impériaux, un retour des compagnies États monopolistiques, puisqu'on va avoir dans l'Empire allemand, dans l'Empire britannique, de nouveau des compagnies à charte. Oui, ça c'est étonnant parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas souligné dans l'historiographie quand on évoque l'impérialisme fin 19e, pour avoir lu quand même des quantités de bouquins sur la question, ça n'apparaît presque jamais, alors qu'effectivement, dans le Pacifique en particulier, l'idée qu'il faut que l'État, les entrepreneurs puissent avoir des conjonctions et des structures qui leur permettent ensemble finalement à la fois de faire régner l'ordre et d'acheminer des produits, ça renaît en quelque sorte, alors que c'est 1867, je crois, l'East India Company qui avait été abolie, juste après la révolte des Cipayes, quoi. C'était la décennie 1860. Ça revient en quelque sorte par la fenêtre alors que ça avait été apparemment aboli. Oui, ça c'est un point qui s'applique assez mal au cas français. Parce qu'effectivement, il y a des débats au Sénat. Il y a des débats dans les années 1890 pour savoir si on doit faire renaître les compagnies à charte, les compagnies à monopole. Et finalement, les projets de loi sont tous enterrés. Mais de fait, on a des compagnies très proches de compagnies à monopole qui vont être mises en œuvre. Mais en fait, c'est surtout avec les Belges, les Portugais, les Allemands et les Anglais que ce phénomène va renaître. Avec de nouveau des compagnies qui vont être à la fois marchandes et à la fois souveraines, et qui vont combattre de toute leur force le principe concurrentiel et la concurrence au sens strict. C'est-à-dire faire se réunir un certain nombre de petites compagnies en une seule pour exploiter, par exemple, toute la région du Niger. Ça sera la Compagnie royale du Niger. Ou même chose pour l'Afrique du Sud, même chose pour Bornéo, où on va avoir finalement de nouvelles compagnies des Indes qui vont avoir leur force de police, qui vont lever des impôts et qui vont faire un peu de commerce. Et ça encore, là encore, c'est un phénomène intéressant parce que tout cela est accompagné par un discours anticoncurrentiel. Discours anticoncurrentiel qui nous explique que la concurrence, en fait, elle est incompatible avec le développement capitaliste et qu'il faut des monopoles pour finalement gagner contre les puissances autochtones. Et puis on va retrouver aux États-Unis aussi, à partir de la fin des années 1890, un grand nombre de secteurs qui vont de plus en plus s'ériger contre le principe concurrentiel. Les lois antitrust, le Sherman Act de 1890, il va être très peu appliqué. C'est le temps du Gilded Age, cet âge doré, avec les barons voleurs, Rockefeller, etc., Morgan, tous ces gens qui vont devenir de grands monopoleurs, avec une concentration horizontale et verticale de leurs entreprises. Et donc on voit qu'il y a un faisceau, en fait, il y a une conjonction des marines marchandes et des marines de guerre qui explosent au début des années 1900, une hégémonie de la Grande-Bretagne qui est remise en cause, en fait, déjà, en particulier dans le monde colonial, des colonies qui commencent de plus en plus à se refermer dans un silo impérial avec leur métropole. J'aurais pu parler de la pêche, par exemple, en Afrique du Nord. C'est la même idée, sur laquelle on va progressivement chasser les pêcheurs européens d'Algérie, de Tunisie, etc., pour revenir vers des silos impériaux. Donc, les échanges mondiaux, oui, ils progressent jusqu'en 1914. Mais de quelle forme? Sous quelle forme? C'est ça la question que j'ai voulu poser dans ce livre. Sous une forme un peu différente de celle du libre-échange, et c'est la thèse de Schmoller en 1900. Il nous dit, les libre-échangistes des années 1860 pensaient que le monde entier allait devenir un grand marché libre en 1900. Il s'est passé autre chose.
Il s'est passé autre chose qui se confirme après la Première Guerre mondiale, même si on pourrait faire sans doute une émission entière sur les effets de la Première Guerre mondiale contrastés sur protection, internationalisme de la SDN et en même temps montée des tarifs, des quotas migratoires, etc. Bon, on voit quand même qu'on n'est pas dans le libre-échange absolu, même si des gens et le wilsonisme, une forme d'aspiration à y revenir, mais qui échoue en grande partie. On sait que dans les années 1930, cette idée de silos impériaux n'a sans doute jamais été aussi formalisée, que ce soit pour l'Allemagne à l'Est, pour la Grande-Bretagne et son empire, même pour la France, l'idée que face à la crise, le silo est la solution, c'est-à-dire le fait de se couper d'un monde extérieur menaçant et avec lequel on ne peut plus commercer, mais au contraire de se concentrer sur les routes, les espaces qu'on contrôle. C'est l'acmé du deuxième capitalisme de la finitude, les années 30. Contestation très très forte de la puissance hégémonique britannique sur les mers. Commerce replié sur ces silos impériaux. Thèse du Lebensraum, l'espace vital, bientôt de l'Allemagne nazie, et cette idée selon laquelle, eh bien, effectivement, il n'y en a pas pour tout le monde. Sphère de coprospérité, grande sphère de coprospérité est-asiatique. Absolument. On est à un moment où la géopolitique, telle qu'elle a pu naître chez Mackinder, chez quelques autres, eh bien, elle prend tout son sens dans le renouveau de la conquête territoriale et l'idée selon laquelle le monde fini ne peut engendrer qu'une appréhension à somme nulle, à la fois d'un point de vue territorial et du point de vue des marchés. On a l'impression de voir se redéployer ces logiques dans le temps à plusieurs siècles d'intervalle, mais avec des productions différentes. Il y aurait le sucre peut-être et l'indigo au départ, et puis on passerait ensuite par le coton et le caoutchouc pour arriver aujourd'hui à l'uranium et aux terres rares en passant par le pétrole. On a l'impression finalement que les matériaux changent, mais qu'un certain nombre de choses jugées vitales, qui sont d'ailleurs pas toujours alimentaires, c'est plutôt plus ce qui génère de la plus-value, ce qui va permettre des formes de souveraineté. Mais l'alimentaire joue aussi un rôle, mais peut-être pas exactement le même. En tout cas, on a l'impression qu'il y a une déclinaison qui se fait différemment suivant les produits en fonction des époques. Oui, je ne crois pas qu'il y ait une rareté absolue, en fait, dont à chaque fois on prendrait conscience. C'est pas complètement les limites écologiques de la planète, c'est l'idée selon laquelle il y a un rapport, il y a un ratio. Il y a un ratio entre, d'un côté, en fait, des besoins que l'on pense absolument nécessaires pour le maintien d'un niveau de vie en particulier, et des ressources. Des ressources que l'on juge rares relativement, en fait, à ces besoins. Et donc, à chaque période, finalement, de la finitude, il y a on rejoue le ratio. On rejoue le ratio. Alors que dans les années du capitalisme libéral, en fait, on considère que ce ratio est il est présent, mais qu'il est beaucoup moins grave. Et qu'à chaque fois, on va on a des ressources suffisantes, que la frontière des ressources est repoussée facilement, que le progrès technique la repousse facilement, et que finalement, il y aura assez de ressources pour tout le monde. À partir du moment où on se redit qu'il y a un problème de ratio relatif entre des besoins et des ressources, qu'ils soient industriels, ces besoins, ou qu'ils soient alimentaires, eh bien, on rejoue le problème. C'est la même chose pour les marchés. À partir du moment où on pense qu'il y a trop d'offreurs, parce qu'il y a des rivaux systémiques qui ont émergé, l'Allemagne à la fin du 19e siècle, qui produit à peu près tout ce que produit l'Angleterre, et souvent un meilleur marché, du coup, il y a trop de producteurs. Il y a trop de producteurs, et donc il faut protéger ces marchés. Et c'est la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère qu'il y a trop de producteurs, parce que la Chine, elle fait tout, et tout à peu près à moins cher. Et donc, c'est le cauchemar de l'Allemagne, maintenant, et des États-Unis d'Amérique, au sens où on rejoue la finitude en se disant « il y a un autre ratio qui pose problème, il n'y a pas que le ratio besoin sur ressources, il y a aussi le ratio offreur sur demandeur de produits manufacturés. » Qui sont les théoriciens aujourd'hui de ce rebasculement que vous identifiez depuis les années 2010, mais dont certains prémices peuvent être décelées dès les années 1980 ? Vous citez notamment la Convention de Montego Bay en 1982 qui, du point de vue du droit naval, a accéléré un certain nombre de dynamiques. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui défendent ça ?
qui le théorise dans la sphère économique. On voit bien qu'il y a des dirigeants qui résonnent en termes de ces sphères impériales, Poutine ou Trump en font partie, mais est-ce que voilà, dans le monde des idées, il y aurait les équivalents, alors non pas d'un Schmoller parce qu'il en était plus ou moins critique, mais en tout cas de gens qui se font les porte-parole de cela? Le mage du Kremlin est un bon exemple de quelqu'un qui théorise la reprise, par exemple, de la conquête territoriale. Il a redit récemment, en gros, comment il était de nouveau à l'ordre du jour que non seulement la Russie et la Chine, mais aussi les puissances occidentales, et il pensait en particulier aux États-Unis, veulent redevenir des puissances impériales. Et que nous rentrions dans un monde d'impérialisme territorial. Bon, des gens de la tech n'en sont pas encore là, même si Peter Thiel, par exemple, est un théoricien des monopoles, lui, pour le coup. Alors, c'est pas tout à fait la même idée, mais elle est complémentaire, en fait. L'idée de Peter Thiel, c'est que le capitalisme et la concurrence sont opposés. Il l'écrit clairement. Il nous explique qu'il faut de nouveau des monopoles pour pouvoir finalement se substituer à des fonctions étatiques et pour faire de l'innovation, pouvoir prévoir les décennies futures, etc. Et que la concurrence, avec ses tout petits profits ou cette absence de profit, est délétère. Un personnage intéressant qui n'est pas tout à fait un théoricien, mais qui l'est quand même un peu, c'est J.D. Vance. J.D. Vance, le vice-président américain, il faut vraiment lire ses discours qui sont pour la plupart traduits par Le Grand Continent. Et donc j'invite toutes et tous à aller lire les discours de Vance attentivement sur le site du Grand Continent en particulier, où il explique quand même assez clairement une vision globale des choses. C'est-à-dire l'idée sur laquelle les droits de douane, c'est pour aller vers l'autarcie, la conquête territoriale, c'est très important pour reconstituer un silo impérial, que la fin de l'immigration, ça doit être de refaire des jobs bien payés à l'intérieur d'un système semi-autarcique, que finalement, eh bien oui, la force, ça peut servir dans un cas d'une nouvelle rivalité entre les puissances, que le modèle de libéralisme politique est de moins en moins compatible avec les évolutions du monde. Donc, on a quand même au cœur du pouvoir américain quelqu'un qui théorise un peu ce capitalisme de la finitude. Mais sinon, effectivement, il faut aller chercher de manière éparse, c'est ce que j'essaie de faire dans le livre, d'autres personnages qui sont un peu sous les radars. Votre livre, ce descriptif, est-ce qu'il y a une dimension aussi prescriptive dans ce à quoi vous réfléchissez, c'est-à-dire ce qu'il est possible de faire dans un cadre national, dans un cadre européen? Vous décrivez une alternative qui n'est pas très réjouissante à la fin de l'ouvrage en disant, en gros, c'est le nationalisme fossile ou la transition vers un monde décarboné, mais qui suppose justement d'avoir des ressources qui ne seraient pas nationales. Voilà, comment vous voyez les leviers d'action possibles, notamment pour les puissances publiques européennes? Oui, c'est un livre un petit peu pessimiste. Je ne conteste pas ce qualificatif qui a été donné par plusieurs personnes. Effectivement, on est un peu pris en étau, en fait, entre les puissances fossiles, les impérialistes fossiles, et les États-Unis d'Amérique, qui sont à mi-chemin entre l'impérialisme fossile et l'impérialisme de la décarbonation. C'était avec Biden, cet impérialisme de la décarbonation et la relocalisation. Aujourd'hui, on a l'impression que l'idée, c'est un peu de redevenir une puissance impérialiste fossile et sur les métaux. Le problème, c'est que si on veut limiter un réchauffement global catastrophique pour la survie des espèces humaines et non humaines, eh bien, il faut décarboner. Mais il faut décarboner. Il faut faire de la transition énergétique. Le problème, c'est que pour l'instant, on a un ajout de sources d'énergie en permanence parce que la consommation énergétique, et on le voit bien avec l'intelligence artificielle, elle ne cesse d'augmenter. Et donc, ça ne marche pas non plus. C'est-à-dire que si on continue si on fait de la transition, mais pour aussi garder la consommation énergétique que l'on fait actuellement, ça ne va pas fonctionner. Donc ça veut dire qu'il faut faire décroître un certain nombre de productions et de consommations. Je ne sais pas s'il faut tout faire décroître, mais en tout cas, il y a un certain nombre de productions et de consommations qu'il va falloir faire décroître.
Et donc, il va falloir décarboner, effectivement, mais en faisant une réflexion, en menant une réflexion parallèle et majeure sur nos usages, en fait. Sur nos usages de transport, sur nos usages de consommation alimentaire, sur nos usages de déplacement, etc., etc. Donc, la voie, elle est étroite, en fait. Si on ne veut pas se transformer en des puissances impérialistes de décarbonation, en fait, qui vont, elles aussi, rester des puissances qui font de l'extraction minière à très haute dose et qui ne veulent pas revenir sur leur mode de vie, je crains en fait qu'on ne soit finalement pas très différent des impérialistes fossiles auxquels nous aurons à faire face et que nous allons y perdre notre âme, en fait. Or, là, il y a un problème. Merci beaucoup Arnaud Aurin. Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez donner à ce micro ? Oui, j'ai lu récemment, ce n'est pas mon conseil de lecture, mais j'ai lu récemment Paul Krugman qui nous disait qu'il entrait dans un monde inconnu, qu'il était complètement perdu en fait, que les économistes étaient en train de perdre leurs repères. Eh bien effectivement, quand on a été formé uniquement dans le monde de l'économie politique néoclassique et dans un monde qui est celui de la théorie économique dominante et même, je dirais, de l'hétérodoxie qu'on utilise habituellement, Marx, Keynes, c'est moins vrai des régulationnistes, bien sûr, et des institutionnalistes, mais bon, dans le keynésianisme ou dans le néo-keynésianisme, c'est pareil. Donc j'inviterais, en fait, les économistes, les historiens de l'économie le savent, je les inviterais à, par exemple, lire ou relire Gustav Schmoller, qui nous explique en fait la même chose il y a un peu plus d'un siècle, c'est-à-dire l'idée selon laquelle on croyait à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle que le monde allait se tourner vers un libre-échange généralisé et vers le règne du libéralisme. C'est pas ce qui s'est produit. Et en fait, il explique ça très bien il y a 120 ans. Ça a été traduit ? Oui, absolument, on le trouve sur Gallica. Merci beaucoup, je rappelle le titre de votre livre, Le monde confisqué, essai sur le capitalisme de la finitude 16e, 21e siècle, aux éditions Flammarion. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast L'histoire de la guerre et des conflits armés, Le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.